Donc, vous êtes là pour nous parler de cette autobiographie que vous avez lancée quand même tout récemment, en septembre. On a l'impression, vous faites partie de l'œil public depuis tellement d'années, on a l'impression de vous connaître beaucoup et on apprend plein de choses dans cette biographie-là. Moi, j'avais envie de vous demander comment ça a été, quelle a été l'étincelle de départ pour l'écriture de ce livre-là? Bien, paradoxalement, c'est né d'un deuil. Alors, c'est, ma sœur qui est décédée en 2018. Ma sœur qui était plus jeune que moi et ça a été un deuil qui était très, très, très dur, très difficile, qui m'a perturbée énormément. Puis, un ami m'a écrit, mon co-auteur Marc Gilbert, ancien collègue de Radio-Canada, pour me faire ses condoléances, puis il me dit: «Eh ben, si tu veux écrire tes mémoires, je pourrais t'aider» et l'idée a germé comme ça. Ça m'a aidée à me libérer, à me guérir. Je sais pas si on guérit d'un deuil, mais à passer à travers ce Mmh. deuil-là. Puis ensuite, il y a eu l'autre au mois de cette année-là, au mois d'octobre. On a perdu les élections, donc j'ai perdu, c'est pas un deuil aussi, évidemment, qui fait aussi mal, mais j'ai perdu certaines responsabilités, j'ai perdu une équipe, évidemment, je suis toujours députée, mais j'ai perdu le ministère que je dirigeais, puis j'aimais beaucoup ça. Donc, le projet a commencé comme ça, puis au fil des mois, on a travaillé ensemble, on a évolué, puis j'ai proposé à Septentrion, l'éditeur, le projet qui a accepté. Alors, on a continué à travailler. On devait sortir en avril dernier Mmh. et évidemment, la pandémie nous a empêchés de sortir publiquement. On a décidé d'attendre et le 1er septembre, là, on a lancé le livre et je suis très heureuse quand même malgré tout. Je dirais que ça se passe bien. Il y a un bel accueil, puis je suis très contente. C'est sûr qu'il y a des gens qui vivent des drames plus importants que celui-là, là, c'est-à-dire de ne pas être capable de faire un grand lancement public avec plein d'amis, puis un peu partout. Puis je voulais faire un lancement à Québec et à l'Assemblée nationale. Mais je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Les salons du livre, comme le vôtre, ont su s'adapter aussi rapidement. Mmh. Alors, c'est toute une expérience à travers laquelle nous passons là, présentement au Québec et même pas juste au Québec, là, partout dans le monde avec ça. Ouais, ouais, mondialement. Et vous parlez du Salon du livre et dans le livre, vous le soulignez, l'importance des livres, que les livres ont pour vous. Vous avez beaucoup travaillé pour les bibliothèques un peu partout en région et tout ça. C'est un ancrage important pour vous? Énormément parce Oui. que moi je suis, née, dans les années 50, ce qu'on appelait, à l'époque la grande noirceur. On allait à l'école de rang, d'où le titre du livre et il y avait à part outre les manuels scolaires, on n'avait pas d'autres livres sauf, 1 fois par mois, la commission scolaire nous envoyait une pile de livres, puis là, c'était les plus grands qui se servaient en premier et on n'avait pas de librairie non plus. Alors Mmh. c'était assez le désert et ça, c'est quelque chose qui nous manquait énormément parce qu'évidemment, on savait que les livres existaient et un jour, on a été allé, mes parents avaient accepté qu'on aille dans une librairie à Lévis, je me souviens et on s'était acheté, des premiers livres de la comtesse de Ségur. Mmh. C'est ma sœur qui était allée acheter ça, puis là, c'est là que et j'ai toujours eu après ça une sorte de je dirais, ça a été comme pour moi quelque chose qui m'a beaucoup motivée, heu, de donner cet accès-là, quand j'ai été ministre après ça, plusieurs années plus tard évidemment, de la culture, c'était pour moi vraiment là, tellement important qu'on ait partout au Québec cet accès aux livres, des librairies, non seulement des librairies, mais des bibliothèques bien adaptées, modernes, qui permettent, de faire ces échanges. Alors oui, je fais une longue réponse, mais c'est vraiment, vraiment important Et et là oui. c'est vraiment quelque chose qui est tellement enrichissant de pouvoir avoir accès à la lecture. Aujourd'hui, on ne le réalise pas, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était très, très difficile d'accès dans le milieu d'où je venais, milieu rural. Évidemment, les grandes villes n'avaient pas ce problème-là, là. Mmh mh, mmh. Et là, bon, on ajoute le vôtre au rayon des Oui. bibliothèques, votre livre à vous. Aimer lire, c'est une chose et en faire la promotion. L'écriture, c'est une autre démarche. Comment vous l'avez vécu, ce retour-là en arrière? Parce que nécessairement, c'est refaire le parcours aussi, c'est
repasser dans différentes époques de sa vie quand on fait ses mémoires, de cette façon-là. Comment ça s'est passé? Bien, je dirais, j'avais jamais pensé écrire un livre, dans ma vie, puis, je me disais: «Ça doit être un exercice qui est douloureux». Je m'attendais à un exercice très, très douloureux et peut-être que le fait de l'écrire à 4 mains, je dirais là, Ouais. ça a été peut-être plus facile parce que moi, je sortais le premier jet. Je m'amuse à dire, je sortais le minerai de la mine, puis mon collaborateur le peaufinait, puis le sablait, puis en donnait quelque chose qui pouvait être évidemment publiable. Et ça, je pense que ça a peut-être été le fait, c'est peut-être ça qui a fait que ça a facilité, et aussi le fait de le faire sur une longue période. On est sur une période d'à peu près 18 mois pour Mmh. la rédaction. Ce qui a été le plus difficile, je dirais, c'est la facture du livre. Je voulais que ça soit quelque chose de simple, mais pas simpliste. Je voulais que ce soit quelque chose d'accessible. Je voulais que le lecteur se retrouve dans des histoires. Alors, le livre est construit de cette manière-là. Le Mmh. livre est construit de 34 histoires et qui commencent à mon enfance et se terminent en 2018. Et chaque histoire en soi est complète. Donc, Mmh. si vous parcourez le livre bien, et que vous aimez plus ou moins un sujet, vous pouvez passer à l'autre et vous ne serez pas perdu. Et je passe à travers, évidemment, des moments de ma vie qui m'ont moi, marqué, des observations aussi comme journaliste, observer, couvrir des événements, les Mmh. voir d'une certaine manière, comment moi je vivais certaines choses, par exemple le référendum de 95. Et c'est un peu ce parcours-là que j'offre au lecteur. C'est pas une analyse de la situation politique, mais c'est comment moi, comme journaliste, comme reporter, je voyais les choses et comment je me donnais pour mission, évidemment, de transmettre l'information à la population. Quand j'étais, Mmh. ça c'est ma période journaliste, après ça j'ai fait ma période en politique. Donc c'est un peu cela. C'était un exercice qui m'a fait énormément de bien. Je dirais que ça a été très libérateur. Mmh. C'est quelque chose qui m'a réconciliée avec moi-même, qui m'a réconciliée avec la vie, puis qui m'a permis aussi de nettoyer certaines choses. Mais j'ai eu aussi une certaine pudeur à certains moments, par exemple, des choses, quand je parle de ma famille, quand je parle du milieu dans lequel j'ai vécu, qui a été, on le découvre dans le livre, assez difficile. Mmh. Évidemment, je ne vais pas dans le menu détail parce qu'il y a d'autres personnes impliquées. J'ai des Ouais. sœurs, des oncles, des tantes, puis je laisse un petit flou aussi à certains endroits. Oui, c'est ça, vous en dites juste assez, on comprend finalement le chemin, puis même le titre de la biographie «De l'école de rang au rang de ministre», on sent aussi tout le chemin qui s'est fait, tu sais, entre l'enfance et jusqu tu sais, toute la carrière que vous avez eue. Ouais, Heu, qu'est-ce on porte quand même toujours en soi notre enfance d'une ouais. façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui qu'est-ce que votre justement, à partir de l'école de rang, quels sont les outils que vous aviez ou qui vous ont servi de cette enfance-là pour tracer votre chemin ensuite, vous pensez? Ben, je pense que c'est cette espèce de mes parents étaient des gens qui étaient très déterminés et ils nous ont transmis cela, je dirais. Et Mmh. c'est peut-être cette détermination d'aller plus loin. Et mon père regrettait énormément, était très, je dirais frustré ou malheureux, plus que frustré, de ne pas avoir eu accès à l'éducation. Alors ça, je pense que c'est un bon carburant et de pouvoir, aller avoir accès à la science, avoir accès à la connaissance, c'était une grande frustration chez lui. Il y avait des choses intuitivement, il y a des choses qui c'est un autodidacte, des choses qu'il avait appris sur le tas, mais et je pense que ça a été peut-être ça a peut-être été ce qui m'a motivé le plus. Mais ce qui est, je pense, pour le lecteur, qui peut être intéressant aussi, c'est de voir que, et c'est un peu le message que je veux donner aussi aux plus jeunes, Mmh. mais de voir que on peut partir de très loin dans la vie avec pas grand-chose dans les mains et réussir son parcours. Avec, bien sûr, bon, les gens savent bien que c'est pas tout n'est pas pavé de roses et que tout n'est pas facile. On a des échecs, mais bah, se relever après un échec, continuer, avancer,
Je pense que c'est ça aussi qui est important et qui est raconté dans le livre. C'est pas Ouais. juste, voici comment j'ai été parfaite, puis, comment j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Non, il y a des fois où je suis tombée, puis je me suis relevée, puis il y a eu des grands moments de bonheur, des moments aussi plus difficiles et heu et aussi c'est pour les femmes de ma génération, née dans les années 50, dans un milieu rural, les possibilités étaient plutôt minces parce qu'on était loin des grands centres et il y avait l'éloignement, on n'avait pas l'accès à tout. Il y avait des possibilités de travailler. Il y avait 3 en fait, il y avait 3 possibilités. C'était soit enseignante, secrétaire ou infirmière et ça, c'était les trois professions qui s'offraient, si on voulait aller plus loin. Mais après ça, bon, ben, il y a eu toute la révolution, tranquille. Il y a eu évidemment l'explosion de la cause des femmes. J'étais en plein cœur de cela. Moi, je suis dans la Mmh. génération là, il y a des femmes qui ont ouvert les portes, mais nous, on avait pris ça à bras le corps, puis on poussait sur ces questions-là. Ben et puis on le sent dans tout au long de votre récit finalement, la question féminine, ben et vous avez été ministre à la condition féminine aussi, entre autres, pendant votre parcours politique, mais on le sent cette importance de porter la voix des femmes et d'être dans différents épisodes et tout ça et même vous terminez le livre sur cette note, tu sais, que Ouais, vous êtes et serez toujours et libérale et féministe. Pour ouais. vous, c'est un enjeu qui est important, qui est crucial, qui est Énormément et ouais. c'est pas terminé, c'est quelque chose qui doit, se poursuivre. Alors, c'est aussi ça, qui est important de dire et que je répète tout le temps, hein. C'est-à-dire, oui, il y a des femmes qui ont ouvert le chemin, mais il faut aussi que ça se poursuive parce que c'est quelque chose qui est qui est inachevé et on peut pas rien prendre pour acquis. Donc il faut Mmh. toujours, faire avancer, faire progresser, mais moi je vois tellement les avancées, ça a été tellement important ce qui a été fait en termes les pas sont immenses, c'est des pas de géants, c'est aussi beau de voir qu'il y a des choses maintenant qui, paraissent normales, puis qui étaient tout à fait exceptionnelles quand j'étais plus jeune et ça me Ouais. satisfait énormément et dans le livre aussi, j'aime rappeler des moments, qui peuvent, aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité. Il y a comme une histoire qui est l'histoire du que j'ai intitulé «Le juge et la petite fleur». Ouais. C'est un MeToo en 1995-96, Mmh. d'une secrétaire de juge qui, est complètement, le juge, a des fantasmes, puis il essaie de l'embarquer dans ses histoires et elle sait bien qu'à l'époque, si elle se disait: «Si je vais dénoncer, personne va me croire». Mmh. Et on va croire plutôt le juge. Puis on voit que cette femme-là, ben, aujourd'hui, elle a voulu parler, je la raconte dans le livre, elle a voulu parler parce qu'elle voyait là que le silence se brisait Oui. et dans ce temps-là, une femme qui dénonçait, elle devait se dire: «Ben, si je dénonce, je vais perdre ma carrière, je vais perdre mon travail, je vais tout perdre». Alors, il y a Ouais. des histoires qu'on peut raconter qui se sont passées il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, on les voit d'un autre œil, mais on se dit: «Ah oui, ça a progressé. Yes. Cependant, faut continuer parce qu'il va toujours avoir des obstacles». Mmh. Et vous parlez de cette histoire-là, il y en a beaucoup dans votre livre. Justement, on passe à travers votre parcours, on est sur votre chemin à vous, mais on voit à travers ça plein de pans de notre histoire, à la fois au Québec, puis aussi un peu à l'extérieur parce que, bon, vous avez été à Washington aussi, vous avez, bon, en tant que ministre, vous vous êtes, pas mal promené également, à travers la planète. Un autre truc d'actualité maintenant qui doit résonner pour vous parce que vous racontez quand vous êtes allé à Kitsisakik, dans les années 80. À l'époque, vous avez fait un reportage sur les communautés autochtones et vous avez été très près. C'est un sujet auquel vous vous êtes intéressé, bien avant que ce soit l'enjeu de société qu'on connaît maintenant puis qui est
c'est très important qu'on s'y intéresse et tout ça, mais pour vous, ça doit résonner d'une façon particulière, j'imagine, ces dernières semaines, tout ce qui se passe. Énormément et quand j'ai écrit le chapitre à ce sujet-là, ce n'était pas aussi dans l'actualité que Mmh mh. ça l'est maintenant et les Algonquins de Kitsisakik, qui est une communauté autochtone qui est à environ 100 kilomètres au sud de Val-d'Or, est une, petite communauté qui est extrêmement attachante, mais qui vit dans des conditions de pauvreté extrême. Ça s'est amélioré, je dirais un peu, mais pas, énormément aujourd'hui, puis ils vivent encore dans des conditions difficiles. Il y a des maisons qui n'ont pas d'eau, puis qui n'ont pas Mmh. qui ont pas d'infrastructure il y a pas d'infrastructure, sanitaire et tout ça c'est des gens qui sont excessivement attachants et je pense que d'en parler, et à l'époque, c'était des sujets qui faisaient pas la une Ouais. du téléjournal, qui faisaient pas la une des journaux. On parlait peu de ces gens-là et pourtant, c'est des gens qui, dans le livre, ce que je raconte, qui essayaient tellement de se sortir de leur misère et Mmh de leur mh. drame humain et moi, j'ai été vraiment ça a été un coup de cœur à l'époque que j'ai toujours gardé des contacts. Je parle de gens qui sont décédés maintenant, qui ont travaillé dans la communauté, auxquels j'étais excessivement attachée. J'ai voulu dans le livre leur rendre hommage. Mais quand j'ai voulu leur rendre hommage dans le livre, et c'était pas dans l'actualité comme c'est aujourd'hui. Et je suis contente parce que les gens peuvent retrouver dans cette histoire-là des gens vont découvrir des gens extrêmement humains puis qui ont besoin Mmh. qu'on soit tout le monde ensemble. Vous parlez de ces rencontres-là avec cœur, on le sent, il y a des choses comme ça dans un parcours de journaliste, c'est beaucoup aller à la rencontre des gens et raconter. Ensuite, c'est un peu à la faveur du hasard que vous êtes arrivé dans le métier. C'était un emploi d'été où vous deviez tu sais, vous aviez d'autres projets et finalement, vous êtes resté 30 ans à Radio-Canada? Je devais arriver j'étais un emploi d'été à Radio-Canada à Moncton. Mon conjoint de l'époque était là et je faisais ma maîtrise à l'Université de Montréal en démographie et j'ai, décidé d'aller le rejoindre pendant l'été et on m'a offert un petit contrat de 10-12 semaines et à la fin de l'année, de l'été, on m'a offert de continuer. Puis j'ai vraiment commencé à la base, là, c'était recherchiste dans une émission de radio le matin. Et je me suis dit: «Ben, je vais rester une année de plus» parce que bon, je me suis dit: J'avais besoin d'un peu d'argent, puis ça va être agréable d'avoir une année de plus» et finalement, c'est comme ça que j'ai fait carrière à Radio-Canada. Radio-Canada, c'était ça la beauté de la chose, c'était c'est encore comme ça aujourd'hui, entrer dans cette grande organisation-là, c'est rentrer dans une institution qui a des racines, une institution qui a de l'histoire et dans laquelle on peut évoluer. On peut commencer dans un secteur, puis échouer à l'autre secteur où on peut aller. Moi, j'ai commencé comme recherchiste, documentaliste. Après ça, je suis rentrée à la radio, j'ai fait la couverture des faits divers, puis tranquillement, pas vite, je suis allée couvrir la politique. Puis c'était ça la beauté de cette grande institution-là, de voir qu'en entrant là, on pouvait vraiment faire beaucoup de choses. Et il fallait juste être très, très déterminé, puis travailler très, très fort et ne pas lever le nez sur les histoires aussi, parce qu'on peut se dire, ah, un fait divers, ah, c'est un chien écrasé, puis il n'y a pas personne qui s'intéresse à ça. Pas du tout. Ce sont des drames humains, puis on le voit aujourd'hui, ce qui s'est passé à Québec en fin de Oui. semaine, c'est terrible, hein? C'est épouvantable, ça glace le sang. Mais ce sont des histoires qui sont tellement fortes humainement. Et pour moi, c'est important d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, sentir leur drame et pouvoir le transmettre aux auditeurs ou aux téléspectateurs. Et ça m'a jamais quitté. Même quand je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire du côté politique, aller sur le terrain et rencontrer les gens, c'est ce qui motive. C'est ça qui nous donne notre carburant. C'est ça Mmh. qui nous donne le goût de continuer, le goût de faire avancer des dossiers. En journalisme, on fait avancer des dossiers dans le sens qu'on dénonce des situations, on va chercher des témoignages, on gratte, qu'on appelle des histoires. Ouais. Quand on arrive du côté politique, ben, si on se dit, ben, je vais prendre ce dossier-là, puis je vais le faire avancer, je vais le faire progresser, puis je vais améliorer la situation des gens, puis c'est ça qui me motive. C'est un beau prolongement. Ça fait peut-être un peu curieux de dire ça, que de passer du journalisme à la politique,
est-ce que c'est logique? Dans ma tête, c'est logique, oui, parce que de l'observation de l'actualité, je suis passée à vraiment ce qui à la politique active, c'est-à-dire Mmh. dans la préparation ou dans la conception de certains projets, puis ça, j'ai beaucoup aimé ça, j'aime beaucoup ça encore. Oui, mais c'était tout un plongeon quand même à faire, hein? Fallait, quand on prend cette décision-là, vous le racontez d'ailleurs dans le livre comment ça s'est passé, puis les premiers mois ont pas nécessairement été toujours faciles non plus dans ce nouveau rôle-là. C'était tout un Non. univers à apprivoiser. Oui, puis, j'appelais ça mon saut de bungee. C'est arrivé, dans ma vie, bon, 30 ans en journalisme, c'est pas rien, mais ça n'a c'est on est entraîné différemment Mmh. et quand on arrive de l'autre côté, on n'a pas l'entraînement. Tu sais, je suis arrivée en politique, j'avais une cinquantaine d'années et puis, je me considérais comme une jeune politicienne. Il y a des réflexes que j'avais pas, il y a des choses que j'avais même si j'avais couvert, comme certains événements ou certains éléments de la politique comme journaliste, être à l'intérieur, voir les processus, c'était très différent, mais et oui, l'apprentissage a été difficile parce que j'ai fait des faux pas, j'ai fait des maladresses en arrivant, puis, je pense que, c'est normal aussi parce que c'est pas un métier qui s'apprend dans les livres, puis qui s'apprend à Mmh. l'école, là. C'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. Un peu comme le journaliste. Le journaliste, Ouais. il y a beaucoup de grandes écoles de journalisme aujourd'hui, puis, je suis bien contente qu'il y en ait, mais tout le monde va vous dire que si vous n'êtes pas allé sur le terrain, puis si vous l'avez pas pratiqué, c'est en le pratiquant que vous développez vos techniques, que vous développez votre style, que vous développez Ouais. votre manière d'aborder les choses et d'aller chercher les confidences. Puis il y a des choses pour lesquelles on n'est jamais tout à fait préparé non plus. Vous racontez dans le livre, vous étiez à Washington quand le 11 septembre 2001, est arrivé. C'est une fracture dans dans l'histoire, ben, en fait, des États-Unis, mais aussi au-delà à travers le monde. Il y a quelque chose qui est cisaillé à ce moment-là. Puis, vous étiez aux États-Unis. Il y a quelque chose vous avez couvert, Mmh. les événements par la suite. Comment j'imagine que sur le coup, l'adrénaline prend le dessus, puis on fonce et on fait ce qu'il y a à faire, mais reste que ça doit être quelque chose qui est marquant dans votre parcours. Oui, c'est quelque chose qui me quittera jamais. Ce sont des souvenirs. La journée, du 11 septembre 2001, je pourrais vous la raconter heure par heure, presque Mmh. minute par minute. Mmh. C'était, c'est c'est imprégné, c'est gravé dans ma mémoire de façon incroyable et je peux dire que, c'est quelque chose qui l'an prochain, on va célébrer, ça s'appelle en fait, on va commémorer les 20 ans Ouais. déjà et je me dis, 20 ans et comment quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans puisse être encore aussi présent dans mon esprit, dans ma tête, c'est incroyable et je suis arrivée là-bas 2 semaines, j'entrais en poste 2 semaines avant Mmh. le 11 septembre et quand c'est arrivé, ça a été après ça là, vraiment là, un énorme baptême du feu et après 11 septembre, il y a eu le déclenchement de la guerre en Afghanistan, il y a eu après ça le déclenchement de la guerre en Irak, il y a eu, les Jeux de Salt Lake City qui ont été sur une Ouais. très, très haute surveillance et j'ai couvert tous ces événements-là. Et ce sont des événements qui ont, une portée évidemment planétaire. Alors vous avez raison, il y a une fracture, il y avait l'avant puis il y a l'après. Et Mmh. l'après, on est encore dedans parce qu'on voit encore des gestes le terrorisme, est comme resté présent. Il il y avait des actes terroristes qui se commettaient avant, mais les gens voyaient ça très loin. Ils disaient: «Ah, c'est à des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de kilomètres d'ici». Mais là, c'est arrivé chez nous, dans notre cour. Et c'est ça qui a marqué les Américains et les Mmh mh. Canadiens, évidemment, les Nord-Américains, de toute l'Amérique, parce que c'est arrivé dans notre cour, chez nous. Et après ça, évidemment, on a vu aussi le terrorisme a pas lâché. On en voit encore des actes terroristes. C'est de semer la terreur. Mmh. Et cette journée-là, la terreur était vraiment sur toutes les lèvres. Mmh mh. Mmh. Ouais, Mmh, ça reste et un fait, mmh, marquant. Puis j'imagine bon, après ça, en politique, vous avez couvert beaucoup la politique en tant que journaliste. Heu, Quand vous avez fait le saut,
vous l'écrivez dans le livre, tu sais, on me demande: «Est-ce que tu as déjà regretté?» et vous dites, non, vous avez jamais eu de regrets. Jamais. Pour vous, cette porte-là, ça a été 30 belles années, puis c'était le temps de passer à autre chose? Oui, j'avais fait le tour du jardin. Je tournais en rond, j'avais plus de défis, j'avais plus la flamme. Et monsieur Charest est un homme qui m'inspirait énormément. Je l'avais connu quand j'étais journaliste. Je l'avais vu évidemment pendant tout le référendum de 95. Mmh. J'avais vu comment il travaillait et sa fougue, sa façon de voir les choses. C'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Alors, quand j'ai fait le saut en politique, est-ce que j'ai fait le saut en politique pour aller tout simplement en politique parce que ça me tentait d'aller en politique, ou si j'ai fait le saut pour suivre quelqu'un qui est d'inspirant comme Jean Charest, et je dirais que la réponse, c'est la deuxième. C'est C'est de vrai. suivre quelqu'un d'inspirant. Quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui te motive et qui va te faire confiance. Et il m'a fait confiance et j'ai été très privilégiée. Il m'a nommé ministre dès le départ et j'ai toujours, toujours adoré travailler avec lui. Ensuite, avec Philippe Couillard, c'est un autre style, c'est un homme qui est très intellectuel, puis qui est complètement différent de M. Charest, mais qui m'a apporté, je dirais, beaucoup de... il y a énormément de sagesse chez lui. Et ça, je dirais que c'est un enseignement aussi qui m'a été donné par Philippe Couillard, que dans le livre, je dis que c'est un mal-aimé, puis c'est vrai que c'est un mal-aimé. Mmh. Si les gens avaient pu l'apprécier à sa juste valeur, ils auraient vraiment découvert un homme qui a vraiment de la profondeur, énormément Mmh. de profondeur, qui réfléchit beaucoup à la société, ce que la société, ce que les gestes qu'il pose peuvent signifier. Et puis, c'est la base de tout cela quand on se lance en politique, c'est de jamais perdre de vue les gens qui nous ont élus. Ceux qui Mmh. nous ont élus, ben, ils sont là. Il ne faut jamais les perdre de vue puis jamais les prendre pour acquis aussi. Quand ils votent pour nous, ils votent pour une formation politique, mais ils votent aussi pour le candidat ou la candidate. Puis cette journée-là, les gens te disent, ben moi, je te fais confiance puis je veux que tu me représentes. Mmh. Et jamais perdre de vue ça aussi. Tu sais, c'est beau être ministre, avoir de grandes responsabilités, mais il y a des gens en bas là, qui ont fait en sorte que tu puisses être là. Puis eux, ils doivent être prioritaires. Et ça, c'est vraiment sincère ce que je vous dis là. Les gens vont dire, ouais, dis ça. Puis, mais c'est fondamental. Si on perd le lien avec les gens qui nous ont élus, bien, on n'est plus à notre place. C'est l'ancrage principal, C'est hein, c'est ça. Oui, Puis la politique peut être un milieu assez ingrat aussi. Bon, vous parlez de Philippe Couillard que vous dites qui est un mal-aimé, il y a Stéphane Dion aussi, vous en parlez dans le livre. C'est ça, c'est un milieu difficile quand même. Il faut être, comme vous, c'est mais très vous dites ingrat. C'est très ouais, ingrat, c'est très cruel, c'est quelque chose qui peut être très dur, qui peut faire très mal, mais en même temps, il y a des moments tellement exaltants, mmh. que ça vient c'est vraiment comme des montagnes russes, je dirais. Et je vois aujourd'hui, monsieur Legault n'est pas de la même formation politique que moi, puis il y a certaines choses à sa formation politique auquel je n'adhérerai jamais. Mais quand on regarde ce qui se passe avec toute la question de la pandémie, je peux vous dire que il y a une solitude parce que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup t'as beaucoup de responsabilités sur les épaules. C'est énorme ce qu'il vit présentement. Et évidemment, c'est sûr que pour lui, il sait qu'il a cette responsabilité-là, puis il l'assume parce qu'il l'a demandé, mais en même temps, il y a des grands moments où il doit se sentir très seul en se disant, bien, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et ça, c'est des choses qu'on réalise peu quand on est plus porté à se dire, bon, ben, tu sais, j'ai encore de la difficulté avec la critique en politique. Je dirais, moi, ce que Mmh. j'aimerais de la politique, c'est que ce soit moins polarisant. Je suis moi-même des fois un peu trop partisane, je l'avoue. Et on devrait aborder les gens avec plus, je dirais, de chaleur, puis d'ouverture. De pas Mmh. toujours se voir comme des ennemis entre nous, là,
comme politicien. Mais bon, D'accord. qu'est-ce que vous voulez? La politique étant ce qu'elle est. Mais j'espère qu'on n'en arrivera jamais à ce qu'on voit présentement aux États-Unis entre les démocrates. Ouais, où là, c'est vraiment, 2 choses, Ouais, qui sont c'est ouais, très, très ouais, polarisé et très inquiétant. ouais, Vous j'espère. vous J'imagine que vous suivez un peu justement ce qui se passe aux États-Unis, bon, c'est les élections sont à la porte Oui, là, je suis ça de près dans le sens, oui, je suis ça, pas dans le menu détail, j'ai beaucoup de choses, évidemment sur le plan professionnel qui me ouais. tiennent, occupée, mais évidemment comme tout le monde, on va le 3, on va regarder ça comme, on va se dire, mardi, on va se dire: «Bon, ben, qu'est-ce qui va arriver?» Puis qu'est-ce qui va arriver après aussi? C'est ça qui est Ouais, ouais. Puis ouais. vous, vous connaissez les États-Unis de l'intérieur pour y avoir Oui. déjà vécu. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est sûr que ça doit ajouter une dimension, Oh oui, chaque région a sa particularité, il y a si vous allez d'une région à l'autre, il y a des mentalités, il y a des particularités, il y a des accents, c'est un grand, 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 grand pays. C'est un magnifique pays avec des gens extraordinaires et j'espère que le résultat va être respecté et mmh. que ça se finira pas dans la violence. Oui, c'est ce Mmh. que on regarde, Ouais. on est sur le bout de notre chaise. Vous parliez de la pandémie ici, comment les choses se passaient. Je me disais, vous avez été à la culture et aux communications, aux affaires étrangères. En fait, j'imagine toutes ces sphères-là, subissent les contre-coups présentement de cette pandémie-là. C'est difficile pour le milieu de la culture, c'est difficile pour les médias depuis longtemps. Vous en parlez aussi dans votre livre. Comment vous voyez ce qui se déploie présentement? Puis, tu sais, quelle peut être la suite d'après vous? Est-ce que, c'est des milieux qui sont fragilisés présentement? Énormément. Moi, je Ouais. suis très, très, très inquiète pour le milieu culturel. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour, qu'on puisse, se relever de ça? Je suis inquiète pour l'économie en général, mais, le milieu culturel, c'est parce que si on parle des arts de la scène, des arts vivants, Mmh. les gens ont besoin de public, les danseurs ont besoin de public, les comédiens ont besoin de public, les gens ont besoin de s'exprimer. L'opéra, ça peut pas être juste, ça peut pas être juste sur, internet tout le temps Mmh puis, mh. la télévision, et des salles de concert, des orchestres, je suis vraiment, vraiment, vraiment inquiète. Il va falloir qu'on ait, j'imagine, après tout cela, de grands états généraux pour pouvoir trouver, des solutions, pérennes parce que la culture québécoise est tellement riche, est tellement forte, puis ce qui nous motive et ce qui fait notre marque à l'international, c'est vraiment, vraiment la culture. Mmh. Qu'on a développé ici, nos artistes, nos écrivains, tout ce qui fait que le Québec a sa spécificité à travers le monde. Le Québec, c'est le vaisseau amiral de la protection de la langue française en Amérique. Quand on va sur des forums à l'international, on nous voit comme des gens tellement résilients d'avoir réussi à protéger notre langue dans cette grande mer anglophone en Amérique du Nord. Et si et tout ça, évidemment, c'est par la culture, par la langue, par la création qu'on peut continuer à faire en sorte que ça se développe et qu'on protège notre identité. Et moi, je trouve ça. Je suis inquiète aussi pour la santé mentale. Ouais. On voit que je suis en train d'écrire une conférence que je vais donner prochainement sur la question de la COVID et la violence conjugale. Mmh. Et on voit les recherches que je fais, ça dit qu'il y a eu une explosion des appels à la détresse. Et l'isolement, les pertes d'emploi, la pauvreté, ça entraîne de la violence dans les foyers. Donc, il faut vraiment qu'on trouve, on va avoir énormément de travail à faire. Il va falloir qu'on se serre les coudes et qu'on travaille très, 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 très fort pour se relever de tout ça. Mais moi, j'ai confiance, le Québec, les Québécois sont forts, puis on est capable de se relever de bien des choses, mais on va avoir énormément de travail à faire.
Un travail ensemble, hein, Ouais, j'imagine, c'est ça, ouais. pour créer une Ouais. cohésion, bien Prenez-vous comme on parlait de l'écriture, prenez-vous comme les salons du livre. Ben, je devais faire le salon du livre de Québec, ça a été annulé. Je devais faire le salon du livre de l'Estrie-le-Vaud, de ouais, Rimouski. Et c'est des grands moments de rencontre. Les Québécois sont friands des salons du livre. ouais. Donc, il faut trouver de nouvelles formules comme celles que l'on fait maintenant. Mais moi, mon rêve, c'était de signer mon livre devant Mmh. le lecteur potentiel, celui qui venait de l'acheter, ou celui ou celle qui venait de l'acheter, puis avec un beau sourire, puis lui dire merci. Puis lui dire qu'en même temps, ben, quand il achète le livre, il fait un bon geste parce que mes droits d'auteur s'en vont à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui est Mmh. une. Paul Gérin-Lajoie, comme on sait, a fondé le ministère de l'Éducation au Québec, mais il a aussi une fondation. Il avait une ben, en fait, il est décédé, mais il y a une fondation qui porte son nom et qui fait du travail en Haïti, au Sénégal et au Bénin, dans le secteur de l'éducation. Et donc, en achetant le livre, vous faites un don aussi. Je ne touche pas mes droits d'auteur, alors c'est un beau Ah, geste à poser. oui, C'est pour absolument, ça que puis et puis ça ramène aussi, l'importance que vous accordez à l'éducation. On en parlait d'entrée de jeu à propos des livres, mais les livres, c'est aussi le cœur de l'éducation et de l'éducation, c'est une clé, ben, c'est la clé c'est ce que pour monsieur avancer. ouais, ça a Oui. été sa mission. Il vient d'une famille, lui, très élite. Il vient de l'élite. C'était l'élite québécoise, monsieur Gérin-Lajoie. Et il avait eu accès à cette éducation-là, à cette richesse-là. Mais dans son esprit, si on veut enrichir un peuple, c'est avec l'éducation. Et c'est ça, c'était ça son but, et c'était ça, et ça l'a motivé jusqu'à la fin de ses jours. Quelques années avant son décès, je me souviens d'une rencontre avec le premier ministre, puis M. Jean Lajoie, qui en parlait avec tellement de motivation encore. Et c'était ça, sa mission dans la vie, c'était de faire en sorte qu'on ait un meilleur système d'éducation, puis qu'on puisse avoir une population des Québécois et des Québécoises qui ont accès à cette richesse-là. Et tout le réseau de Mmh. l'éducation, on en parle beaucoup des fois, souvent en termes négatifs, mais on a tellement fait de chemin, tellement, tellement, tellement au cours des 50 dernières années. C'est incroyable. Alors, on a tout ce qu'il faut, on a tous les outils pour se démarquer partout dans le monde. Mmh. Ouais et puis vous l'avez quand même visité ce monde-là. Vous vous êtes Oui, beaucoup promené. oui, oui. Est-ce que tout à l'heure, vous me parliez des moments exaltants en politique et des moments, vraiment, c'est comme les montagnes russes, là, l'image que vous donniez est très bonne. Parmi les moments exaltants que vous avez vécus, parce qu'il y en a beaucoup, j'imagine, mais est-ce qu'il y en a un qui a laissé en vous une empreinte plus forte ou plus grande ou, pour une raison ou une autre? Dans ce que j'ai fait, Ouais. on me pose souvent la question, c'est comme si j'arrivais pas à me faire, faire une idée de qu'est-ce qui est le plus, qui est le plus marquant. Hem, j'ai j j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là. On me la pose, régulièrement, puis, je ne sais pas trop quoi dire. Hem, Chaque étape était tellement intense. Tout Mmh. était tellement intense et tout est tellement intense encore, là. Mais, bon, enfin. Je commence puis est-ce que le fait d'avoir, tu sais, pour écrire justement, de refaire le parcours, de repasser à travers chacune des étapes, c'est un positionnement aussi à quelque part. On arrive au moment maintenant où on est rendu avec tout ce bagage-là. Est-ce que ça change votre vision pour ce qui s'en vient ou est-ce que ça a changé pour vous? Vous me dites tout à l'heure, ça m'a permis de, bon, peut-être pas de faire la paix avec certaines choses, mais tu sais, ça a apaisé quand même peut-être, un deuil où il y a des Mmh choses mh. de cet ordre-là. Est-ce que est-ce que ça vous permet de vous projeter autrement dans ce qui s'en vient? Ben, je dirais que je suis plus sage, je suis moins pressée dans la vie, mais évidemment, objectivement, il y en a pas mal plus en arrière de moi qu'il y en a en avant de moi, mais je suis pas prête à prendre ma retraite. Je suis pas prête,
j'ai encore besoin de contribuer et être députée, ça me motive énormément. Puis présentement, je suis vice-présidente de la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs et Mmh. ça, je trouve que c'est un projet qui est très important pour notre société et d'avoir eu cette responsabilité-là d'être vice-présidente, ça m'a énormément motivée. Alors, ce que je veux dans les années à venir, c'est d'avoir des projets motivants, des projets qui vont être dans le sens, dans mes cordes, comme on dit. Moi, c'est plus, Mmh. je dirais, l'action sociale, la sociologie, comprendre ce qui se passe dans notre société, comment faire avancer la cause des femmes, l'éducation. C'est des sujets qui me motivent énormément. Donc, c'est ça qui va me motiver dans les années à venir. Et c'est ça que je veux faire. Je veux continuer à contribuer à ma manière. J'ai un mandat qui se termine en 2022. Est-ce qu'on va renouveler un mandat? Est-ce que je vais solliciter un nouveau mandat? Je ne le sais pas encore. Je pense que c'est des décisions qui vont devoir se prendre, évidemment, avant l'élection, bien sûr. Et encore, je vais en parler avec mon conjoint et tout ça. Mais si jamais je décidais de faire autre chose, ça ne serait pas pour prendre ma retraite. J'ai le goût de contribuer. Mais Mmh. puis, comme députée, on peut faire tellement de choses, il y a tellement, tellement de choses à faire. Alors, on a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche et notre formation politique aussi a du travail à faire pour regagner le cœur de la population. On a une chef qui est très déterminée, elle est jeune, elle a ce qu'il faut dans le ventre pour aller loin. Et moi, évidemment, je vais continuer à travailler pour qu'on puisse continuer. Parce qu'il faut aussi, dans une société libre et démocratique comme la nôtre, il faut que les formations politiques, il faut des formations politiques, puis il faut un débat sain Mmh. sur la place publique. Alors, il faut que notre formation politique se relève, puis fasse valoir ses idées. Puis on verra après ça qu'est-ce que la population va décider. Mais vous avez eu le feu du journalisme toutes les années. On sent le feu politique, Oui, qui est là aussi. oui. Le lien, le trait commun entre tout ça, diriez-vous que c'est, en terminant, les gens finalement? Parce que, tu sais, on parlait de rencontre, d'aller à la rencontre des gens quand on est journaliste, on veut raconter. Quand, en politique, vous parlez, on n'oublie jamais ceux qui nous ont élus, c'est encore les gens. Est-ce que pour vous, c'est ça le trait commun dans tout ce que vous faites? Oui, Dans oui, ouais. oui. Les gens, puis être saisir les besoins, saisir ce que la société priorise. Ça, c'est vraiment Mmh. important. Mais ce qui est encore plus important avec ce livre-là, je pense que les bébés, en guillemets, les baby boomers vont aimer le livre parce qu'ils vont se reconnaître. Ils vont reconnaître des grands moments d'histoire du Québec et Ouais. comment on passe à travers ces histoires-là, comment je suis passée, puis c'est ma vérité, comment je les ai vues. Et les plus jeunes, je souhaite qu'ils aillent chercher là-dedans de l'inspiration. Et c'est Mmh. un peu ce que je veux livrer comme message, c'est-à-dire, ce livre-là, je veux, inspirant pour les plus jeunes. Puis pour les plus vieux, bien, vous allez peut-être vous reconnaître. Les plus vieux vont probablement se reconnaître dans bien, bien, bien des choses que je raconte, entre autres mon séjour, au cégep. Oui, oui, c'était pas le même cégep qu'actuellement, hein, à l'époque. Ben, mettons qu'on était un peu, fou et rock'n'roll. Ben, c'est ça, c'est des mémoires qui nous replongent dans tout ce parcours-là du Québec, dans le vôtre. Merci pour cette parole très sincère et ce Merci. voyage Bien, dans merci notre pour univers votre collectif. générosité. Ça a été un grand honneur d'être invitée à votre salon. Puis j'espère que les lecteurs vont apprécier. Puis n'hésitez pas à communiquer avec moi parce que j'ai des lecteurs qui m'écrivent. Puis ça me fait tellement, tellement chaud au cœur quand ils me donnent leur impression puis comment ils ont apprécié le livre. C'est incroyable. C'est vraiment un beau voyage que je suis en train de faire avec ce livre-là. Ouais, c'est un autre Oui, oui, contact avec les gens, hein, c'est ça, très, ouais. très beau voyage. Ouais, l'invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir été, Merci. avec nous. C'est ce qui clôt d'ailleurs la 42e édition virtuelle Investissement. de Merci ce à tous ceux qui salon du ont qui ont livre. eu la patience de nous attendre sur l'application Ouais. Facebook et j'espère que vous ferez des cadeaux de Noël avec, ici Christine Saint-Pierre.
Merci beaucoup, madame Saint-Pierre. Au revoir, bonne Au journée. revoir à vous aussi.